Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Joseph-Éric Nomenkoo, Problématiques foncières et trajectoire de développement en Afrique subsaharienne, l'exemple du Cameroun, 2020. Brice Poro, Rwanda, une ère nouvelle. Comprendre le travail de reconnaissance, nouvelle édition, 2020. Oli Holenu-Mangenda, Kinshasa. Urbanisation et enjeux écologiques durables, 2020. Jean-Claude Loundou, Afrique, ton développement en question, 2020. Boureima Nikiema Ouedraogo, Sociologie des violences contre l'État au Burkina Faso. Questions nationales et identité, 2020. Jean-Fernand Bédia, Lumière postcoloniale pour un nouvel esprit critique littéraire en Afrique francophone, 2020. Simon Ngono, Dire, la communication de l'État en Afrique. Discours, ressorts et positionnement, 2020. Martin Fortuné MUKENDJIMBANDAKULU, l'éthique de l'enseignant. Le contexte de la République démocratique du Congo, 2020. Jean-Célestin et Djangwe, urgence climatique et développement en Afrique. Les médias en première ligne, 2020. Jean-Célestin et Djangwe, jeunes d'Afrique, jeunes du monde. Les combats de tous les espoirs, 2020. Cyril Mbiaga, diaspora et système diasporique. Moteur de développement du Cameroun, 2019. Avant-propos. Ce livre a une double origine et vise à répondre à la double question de savoir si l'Afrique constitue un terreau multiculturel et comment elle manage ses minorités autochtones, c'est-à-dire ses habitants aussi bien les plus anciens que les plus discriminés et défavorisés. Il s'inspire, d'une part, des investigations ayant abouti à la soutenance de notre thèse de doctorat en philosophie en 2009 à Paris, et d'autre part, de notre expérience professorale et pastorale. Cette double expérience est acquise partant de nos activités et pratiques d'enseignement et de discernement aussi bien dans les grands séminaires, pépinières de formation sacerdotale, et dans les universités que dans les responsabilités paroissiales au sein des diocèses de France où s'est déroulée la majeure partie de nos 27 ans de ministère sacerdotal. À cet égard et en vue d'approfondir la thématique de nos recherches sur le défi que le multiculturalisme, ce nouveau courant philosophique et politique, lance à l'Afrique, nous nous sommes accordé un bon temps de relecture de notre thèse et de réflexion sur les atouts multiculturels actuels de l'Afrique avant de pouvoir élaborer et proposer ce premier texte qui exprime notre enracinement et notre maturation sur le plan scientifique. Ce texte est porté par le dynamisme de notre trajectoire existentielle et le souci de contribuer tant soit peu à faire reconnaître les droits des peuples autochtones d'Afrique à pouvoir enfin valoriser leur culture multiséculaire, et jouir effectivement de leurs droits dans les pays où ils se sont établis depuis la période précoloniale. Au moment de publier ce livre qui, je l'espère bien, ne sera pas le dernier, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont aidé et soutenu dans mon parcours sacerdotal et doctoral. Je tiens particulièrement à remercier mes parents, toute la grande famille Tembo, mes enseignants et mes amis des écoles primaires et secondaires, ainsi que ceux du petit et des grands séminaires et des universités en République démocratique du Congo, au Canada, en Belgique et en France. J'en profite ici pour dire un cordial merci au professeur Dominique Folscheid, directeur de ma thèse de doctorat, qui, en dépit de ses multiples occupations, m'a fait l'honneur de préfacer ce livre, et à mon ami Jean Dubray, prêtre du Sacré-Cœur, pour avoir assuré le toilettage final du présent ouvrage tant sur le plan réflexif que sur celui de l'expression écrite. Je n'oublie pas l'apport tant matériel que spirituel de leurs excellences mes seigneurs les évêques de Boudjala, Philibert Tembo et Joseph Bolangui, évêques émérites récemment décédés, et du Grand Bandundu. Qu'ils reçoivent ici le témoignage de ma profonde gratitude. Je pense aussi au soutien multiforme de mes confrères du diocèse de Boudjala,
du grand séminaire interdiocésain Saint-Augustin de Kalonda et de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice ainsi qu'à la sollicitude fraternelle d'autres amis ecclésiastiques congolais et étrangers. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma cordiale reconnaissance pour leur appui et leur prière. Merci à tous, et à chacun en particulier pour l'esprit de collaboration et de sollicitude qui a contribué à façonner en moi l'homme de Dieu et l'homme de science que je suis devenu. Préface. Pour aborder une thématique aussi lourde, et le faire au comparatif, il fallait qu'un Africain nourri à des cultures multiples s'attelle à la tâche. C'est le cas de Gilbert Tembo, qui cumule les cultures congolaises et françaises, transcendées par celle universelle de la philosophie, comme par celle qu'il doit à sa mission spirituelle, qui implique de ne faire en aucun cas exception de personne. Il fallait du courage pour aborder avec énergie la question du multiculturalisme qui, appliqué à l'Afrique, semble ne pas se poser, ou si peu ou si mal. Et pourtant, si l'on observe ce qu'est l'Afrique, du nord au sud et d'ouest en est, nous avons affaire au continent qui présente le plus grand nombre de groupes humains possédant leur culture propre et le plus grand nombre de langues d'usage. Posée d'emblée en termes de défis à relever, la question est alors de savoir si le multiculturalisme, qui est une invention occidentale récente, nous offre ou non les moyens de résoudre les problèmes que rencontrent la plupart des États africains actuels, tous multiethniques et pluriculturels, et pourtant presque tous en difficulté pour garantir les droits de leurs minorités. À commencer par ces minorités autochtones que constituent pour l'Afrique, les Amazighs, les Pygmées, les Maasai et les Boshimans, qui vont remplir dans cet ouvrage une fonction paradigmatique. Mais minorités que l'on retrouve également dans un certain nombre de pays occidentaux, comme les Indiens et les Inuits en Amérique, les aborigènes en Australie, ce qui permet d'opérer un rapprochement du côté de la problématique. La matière abordée étant ce qu'elle est, Gilbert Tembo ne pouvait que conjuguer deux approches, celle qui procède par enquête et celle qui relève de la réflexion philosophique, parce que le multiculturalisme se veut une réponse à des situations résultant d'événements historiques contingents. Mais comme les sociétés nées des remous de l'histoire ont pris une forme politique en devenant des États, c'est également en termes politiques qu'il faut aborder la question. Car une chose est de constater et de reconnaître les différences culturelles, autre chose est de savoir ce qui en résulte en matière de droits pour les populations concernées. Pour assumer tout cela, il fallait de la philosophie. Autrement, on en restera à des représentations en manque de concept. Car sitôt que l'on a affaire à des considérations sur les peuples, les ethnies, les races, la religion, le rôle de la langue et celui de la culture, au sens large, les représentations sont sujettes à caution. Polluées par les préjugés, les idéologies, les erreurs historiques comme par le ressentiment, elles font même des dégâts. Comme le disait Spinoza, les illusions ont beau être illusoires, elles produisent néanmoins des effets. Sauf que les concepts dont nous avons besoin pour penser les situations de fait ne planent pas de toute éternité dans le ciel des idées platoniciennes. Ceux que Gilbert Tembo va mobiliser sont des concepts historiques, autrement dit bâtards, induits pour partie par des situations de fait, tandis que pour se formaliser, ils puisent leurs ressources dans un substrat composite, fait de doctrines philosophiques, de convictions idéologiques, de positions dictées par des intérêts, sans oublier le rôle important, parfois déterminant, que jouent les religions. C'est donc un chantier bien plus vaste qu'il n'y paraît qu'ouvre ce livre, tant il offre matière à penser. Le préfacier est ainsi convié à y prendre sa part, et le lecteur invité à poursuivre la tâche pour en tirer profit, tant au point de vue théorique que pratique. Des concepts problématiques. Pour commencer, Gilbert Tembo pose la différence entre le terme de multiculturalisme, qui renvoie à une position de nature philosophico-politique, tandis que le terme multiculturel renvoie à des situations de fait. Entre les deux, il y a le même écart qu'entre ce qui est dit pluriel, pour constater des faits, et pluralisme, qui désigne une construction intellectuelle destinée à tirer des leçons théoriques et pratiques de la pluralité constatée. Un bon exemple de cet écart est celui que nous offre Tristram Engelhardt en éthique, quand, partant du constat de fait selon lequel les systèmes de valeurs actuellement existants sont si divergents qu'ils sont devenus incompatibles entre eux, il en tire la conclusion qu'il faut remplacer l'éthique classique par la bioéthique. De la pluralité on passe alors au pluralisme, sous les espèces d'une éthique minimum, supposée acceptable par tous.
On sait pourtant les limites de cette formule, puisque cette éthique est en réalité d'inspiration utilitariste et libertarienne. Le multiculturalisme est certes d'une toute autre ampleur que la bioéthique, mais il est clair qu'ils s'inscrivent tous deux dans la même mouvance culturelle. Ce qui conduira tôt ou tard à se demander si sous son formalisme apparent, qui se présente comme la solution, ne se cache pas le problème, celui d'options philosophiques, politiques, culturelles et même idéologiques bien déterminées. Là s'arrête la comparaison, car la visée première de la bioéthique est la résolution du conflit entre systèmes de valeurs morales incompatibles entre eux, tandis que celle du multiculturalisme est d'ordre civilisationnel. Car pour philosophique qu'il soit en tant que théorie, son engagement est de nature politique. Le principe selon lequel la liberté de chacun n'a d'autre limite que le respect de la liberté d'autrui, ne concerne plus les individus particuliers, mais les multiples populations qui coexistent au sein d'un même État. Mais là, il faut faire intervenir l'histoire tant les États diffèrent. Ce n'est donc pas par hasard que le multiculturalisme est né en Amérique du Nord, dont les États sont issus de la colonisation réalisée par des immigrés d'origine européenne. Pour assurer la coexistence pacifique de communautés fort diverses mais néanmoins, de même origine culturelle, ils ont fondé un système juridico-politique dont l'effet immédiat a été de refouler les populations autochtones hors du système des droits. À leur étrangeté culturelle, entendue comme sauvagerie, on faisait cependant sa part concrétisée par la création des réservats indiens. Formule qui ne réglait en rien un problème spécifique aux États-Unis, qui est celui de l'esclavage. Or, bien qu'ils aient été conduits en Amérique par bateau, comme les Européens, les esclaves ne sont en rien des immigrants. Ils ont été arrachés par violence à l'Afrique, et ont fait l'objet d'une importation forcée. Considérés ensuite comme des instruments animés, selon la définition que donne Aristote de l'esclave, ils étaient par destination exclus du système des droits en place, y compris celui universel des droits de l'homme. Et pour garantir leur exclusion, on s'est polarisé sur leur couleur de peau, érigé en critère de discrimination aussi nécessaire que suffisant, ce qui motivait, entre autres mesures, la proscription des mariages mixtes. Il s'ensuit que même après leur libération, qui fut tardive, et qui s'est payée d'une guerre fratricide entre Blancs, la guerre de sécession, le problème des esclaves américains est devenu le problème noir, créant de ce fait une minorité caractérisée par sa couleur de peau. Ce qui introduit une grande confusion dans la question des droits à accorder aux minorités, puisqu'il s'agit de ceux qui découlent des spécificités culturelles des populations autochtones, alors que les Africains américains ne posent aucun problème de ce type. Ils ne sont pas autochtones, ils sont de culture américaine comme les autres et ils parlent anglais comme les autres. Ils sont également étrangers à la crainte, d'ordre culturel, qu'éprouvent quantité d'Américains qui, face à l'immigration massive des Latinos, redoutent que l'espagnol ne vienne un jour supplanter l'anglais. Or, qu'il s'agisse des Indiens résiduels, des Noirs américains ou des Latinos immigrés, on utilise dans tous les cas le concept de minorité, quitte à le faire exploser. Les revendications de ces minorités sont également très différentes, puisqu'il s'agit pour les autochtones de disposer d'un espace vital pour maintenir vivante leur culture traditionnelle, pour les Noirs américains de disposer des mêmes droits civiques que les Blancs, pour les Latinos de faire sa place à leur langue d'origine, étrangère à celle du pays d'accueil. Cette situation ne recoupe que partiellement celle de l'Afrique, dont Gilbert Tembo montre qu'elle vaut surtout pour ces minorités autochtones, dont les Pygmées, les Maasai et les Bochimans. Pour les Berbères et autres branches des Amazighs, bien plus nombreux, la défense de leur spécificité est d'ordre linguistique et pour certains politique. Tandis que pour l'Afrique subsaharienne, la pluralité des langues est une donnée de base liée à l'existence d'ethnies différentes. La seule langue commune est donc d'importation, et c'est celle des colonisateurs occidentaux, lesquels ont été précédés au nord de l'Afrique, qui fut de culture méditerranéenne sous l'Empire romain par les conquérants arabes, qui ont apporté l'islam qui a diffusé aussi dans une partie de l'Afrique noire, et en même temps une pratique de l'esclavage toujours vivace en Mauritanie, bien différente de celle traditionnelle qui existait auparavant. En dépit de la diversité des situations de fait, on comprend cependant l'avantage opératoire du concept de minorité, puisqu'il permet de poser le problème des droits que doit leur accorder la majorité. Ce qui en fait immédiatement un problème politique. Mais en quel sens exactement ?
Car ce n'est qu'avec les démocraties modernes que les notions de majorité et de minorité prennent un sens vraiment politique. Dans les sociétés d'ordre, qu'elles soient tribales, claniques, de caste ou aristocratiques, comme le fut la France d'avant la Révolution, la minorité qui détient le pouvoir en dispose par droit de naissance, donc par transmission, ou bien par élection divine, ou plus simplement encore par la force des armes. Comme l'a montré Tocqueville, il a fallu que le christianisme introduise de nouveaux principes pour que tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions, jouissent d'une égale dignité. Cela a pris du temps, mais on peut dire pour faire court que ces principes ont produit la plupart de leurs effets politiques à partir de 1786 pour l'Amérique, de 1789 pour la France. Dès lors, les notions de majorité et de minorité ont pris un sens bien précis. Elles déterminent les rapports de force, de nature politique, qui découlent du résultat des consultations électorales. À la majorité d'assumer les charges du pouvoir, la minorité constitue ce qu'on appelle l'opposition. Or, ce n'est pas du tout dans ce registre que se situe le multiculturalisme. Les minorités dont il prétend régler le sort ne constituent pas une opposition politique, même si leurs revendications peuvent emprunter cette forme. Ce qui les distingue de la majorité est d'ordre culturel. À condition cependant de prendre le concept de culture, au sens le plus fort qui soit, celui qui permet de constituer une identité. Qu'il s'agisse des Sioux ou des Maasai, parler de culture ou d'identité c'est tout un, et l'on ne peut avoir l'une sans l'autre. Mais pour qu'elle pose problème au sein d'un État, il faut encore que ces identités culturelles présentent des traits si spécifiques, si discriminants par rapport à l'ensemble de la population, qu'il leur est impossible de se fondre en elles, sous peine de disparaître. Par rapport au concept de minorité, qui n'est rigoureux que compris en termes de nombre, celui d'autochtonie paraît nettement plus fiable. Et autochtone, le peuple qui a occupé le premier un territoire géographique bien identifié. Mais en quoi l'autochtonie est-elle source de droit ? Le fait est, comme le révèle l'évolution du vocabulaire, que la valeur accordée à un peuple en sa qualité d'autochtone a changé. D'abord considéré comme primitif, pour légitimer sa colonisation ou son éviction, il est devenu peuple premier. On peut alors invoquer en sa faveur un mélange de droit du premier occupant et de droit du sol. Autochtone en grec signifie né de sa terre. On accorde ainsi à l'autochtonie un sens absolu, mais au prix d'une large part de fiction, puisque ces peuples premiers sont uniquement ceux que l'on peut identifier comme tels en remontant le cours récent de l'histoire, nous laissant dans l'ignorance de la situation antérieure. En plus, ces peuples sont en réalité des migrants comme le sont les Indiens d'Amérique, venus d'Asie. Quant au droit que leur vaudrait leur relation au sol, on sait qu'il ne pèse pas lourd par rapport à celui de ceux qui le travaillent, transformant son appropriation, même forcée, en légitime propriété. Ce qui pousse à l'exclusion des nomades qui ne font qu'y passer, en prélevant de quoi subvenir à leurs besoins, et qui n'aspirent qu'à disposer de grands espaces faits de terres libres. La réalité est que l'idée d'autochtonie absolue est d'une certaine manière relative, ce qui, pour Gilbert Tembo, fragilise grandement celle d'allochtonie, encore plus relative. Sa version la plus simple permet à une population appartenant à une nation donnée, fût-ce depuis peu, cas de l'immigration italienne en France, suivie par l'espagnole et la portugaise, de se considérer comme autochtone par rapport à une population apparue postérieurement. Même les Fang, qui se savent pourtant implantés dans divers pays d'Afrique à la suite d'une longue pérégrination, dont témoigne l'épopée du Mvet, auraient du mal à se qualifier d'allochtone au Gabon. Parce que l'allochtonie se dissout dans la durée, laquelle sera évaluée de manière fort diverse. Ce qui est ici suggéré est la nécessité de mobiliser un nouveau concept, celui de nation, plus que sémantiquement lié à celui de naissance. En démographie, on parle de natif au carré quand un enfant est né de parents eux-mêmes nés dans le pays. Mais le lien au territoire est tantôt nécessaire et suffisant, tantôt pas. Pourtant nés en Europe, les immigrants qui ont gagné l'Amérique au XIXe siècle et au début du XXe sont devenus membres de la nation américaine sitôt franchis les filtres de Ellis Island. Et aujourd'hui, un enfant né aux États-Unis de parents étrangers, ou même né dans un avion à destination d'un aéroport américain aura la citoyenneté américaine. De plus, la plupart des pays admettent qu'un natif étranger puisse se faire naturaliser. On tourne donc autour de l'idée de nature, mais de quelle nature parle-t-on ici ?
On sait qu'Aristote en distinguait deux. La nature primaire qui dépend de la génération, et la nature seconde, qui désigne l'ensemble des habitus acquis par les êtres humains, ce qui aboutit à la formation de mondes particuliers au sein du grand, ce qui correspond au grec ethos. Pour simplifier, au risque de se laisser happer par le dualisme nature-culture, source d'embarras majeur, on qualifie ces mondes de culture. Ce qui a pour effet de rendre élastique le concept de nation, au point qu'il devient accueillant à des options divergentes. En effet, comment identifier l'élément constitutif d'une nation ? Si l'on privilégie la transmission par génération, on pourra en venir à parler d'ethnie, voire de race. Alors que si l'on privilégie des éléments strictement culturels, on découvrira bien d'autres candidats, dont font évidemment partie la langue, aussi des us et coutumes jugés et vécus comme assez déterminants pour définir une identité, et bien entendu la religion, qui remplira cependant des fonctions aussi diverses que le sont les religions concernées. Mais puisque la colonisation a introduit un biais dans la situation actuelle de l'Afrique, comme le montre ce livre, il est bon de faire un petit détour par la situation spécifique de la France en Europe. Comparée à l'Allemagne, la France a adopté la définition de Renan selon laquelle la nation française est un plébiscite de tous les jours, donc un choix pour les individus et les peuples qui la composent, quelle que soit leur origine. Une fois gommé ce qu'il y a de fiction dans cette théorie, elle correspond à l'imaginaire d'un peuple qui, sous la pression constante d'un pouvoir politique centralisé et unificateur, a fini par faire de son unité un principe. Il en va de même pour sa langue officielle, dont l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, sous François Ier, a décrété qu'elle serait le français. Les langues régionales se sont alors progressivement effacées, comme étaient déjà effacées les différences entre les peuples qui se trouvaient en Gaule, les esclaves et les citoyens libres, les Gallo-Romains et les Francs conquérants. La France ne constitue donc qu'un peuple unique, et la revendication des Corses en faveur de la reconnaissance de l'existence d'un peuple corse est même contraire à la Constitution. La France est donc un État-nation, dont la culture est homogène en son fond, en tant qu'héritière directe de la culture gréco-latine et chrétienne, devenue unitaire et identitaire pendant des siècles de chrétienté. La Révolution a certes créé une rupture en introduisant la catégorie de citoyenneté, mais les immigrations successives n'ont rien changé à la capacité d'intégration du pays, tant qu'elle relevait du même type de culture. Avec l'Allemagne, nous avons une autre option qu'on risque de ne pas comprendre si on oppose droit du sol, qui lie pour la France nation et territoire, et droit du sang, qui serait propre à l'Allemagne. Les horreurs provoquées par le racialisme nazi n'y sont pas pour rien. Or le sang, pour l'Allemagne, désigne au premier chef la langue. Ce qui fait l'allemand, c'est l'allemand. Raison pour laquelle, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a rapatrié les Allemands de Roumanie, Tchéquie et même Russie, au seul motif qu'ils parlaient l'allemand, souvent mal, car ils s'étaient largement approprié la culture du pays dans lequel ils vivaient depuis des générations. La langue allemande est ainsi comprise comme déterminant essentiel de la culture, en tant que constitutif de l'identité d'un peuple. En regard, la situation du Québec francophone apparaît comme un mixte de ces positions divergentes. Il fait en effet de la position française le marqueur de sa spécificité par rapport aux anglophones, et il tire de l'allemande l'importance de la langue comme élément constitutif d'une nation indépendamment du territoire, puisque le Québec se situe en Amérique et non en France. Avec en prime, une inversion des rapports entre la politique et la langue, puisque c'est la politique qui a imposé en France la primauté du français, tandis que la défense du français par les Québécois inspire leur politique, avec l'indépendantisme comme revendication politique limite. Aurons-nous plus de chances de découvrir un concept clair et distinct avec la notion d'ethnie ? Sûrement pas. Elle est d'usage aussi légal que banal aux États-Unis, tandis qu'elle suscite l'indignation des francophones du Québec, qui refusent d'être qualifiés de minorité ethnique. En France, les considérations ethniques sont carrément illégales, ce qui ne va pas sans inconvénient pour produire des données, en tirer les conséquences politiques, éviter les fantasmes et les craintes que suscite inévitablement leur ignorance. Il n'en demeure pas moins que la transmission biologique par engendrement des enfants fait aussi bien l'ethnie que la nation. Un ancrage biologique qui peut se prêter à des dérives racialistes si l'on oublie que chez les humains, la biologie à elle seule ne produit qu'une seule et unique race humaine,
si tant est qu'on puisse alors parler de race. Pour en tirer des races au pluriel, il faut qu'une idéologie intervienne, comme ce fut le cas en Allemagne nazie. La race aryenne avait beau être une fiction, elle a pourtant été érigée en mythe fondateur, avec les conséquences ravageuses que l'on sait. En couplant les notions d'ethnie et de minorité pour constituer des identités, et en faire le support de droits culturels spécifiques, qu'obtient-on ? Cela dépend des données de l'histoire, des époques et des religions. Ce qui nous donne des situations étonnamment variées. Les peuples d'Amérique vaincus par les colonisateurs espagnols étaient considérablement plus nombreux que leurs conquérants. Ce n'est donc pas parce qu'ils constituaient une minorité que bon nombre d'entre eux ont été asservis et maltraités, mais parce qu'ils étaient perçus comme si différents que l'on doutait de leur appartenance à l'humanité. Ce n'est pas non plus la raison pour laquelle la Casa, vainqueur de la controverse de Valladolid de 1550, a défendu le droit des Indiens et fait progresser le droit des gens et même de l'homme. Si les Indiens sont devenus minoritaires, la cause en est la maltraitance des colons, les maladies importées d'Occident, et le suicide démographique de peuples comme les Taïnos qui ont préféré l'extinction à la servitude. C'est également en raison de rapports de force inégaux que des peuples d'Afrique, qui constituaient cependant des nations proprement ethniques, ont été transformés en minorités, suite à la découpe à la hache de leur territoire, réalisée par les puissances occidentales lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885, comme nous le rappelle Gilbert Tembo. Effectué en chambre, sur une carte géographique, ce découpage a engendré des zones d'influence pour les colonisateurs, dont sont directement issus les États actuels. Un exemple que l'on peut qualifier d'inverse des deux précédents est celui de l'apparition des protestants en France. Devenus minoritaires de leur seul fait, suite à leur ralliement à la Réforme, ils restaient cependant chrétiens. Ils ne différaient des catholiques ni par l'ethnie, ni par la culture, ni par la couleur de peau, et ils n'avaient aucune intention de se séparer de cette nation qu'était la France. Cela n'a pas empêché les guerres de religion, parce que cette scission survenait au sein d'une communauté dont les allégeances aux institutions en place, l'Église et l'État, constituaient une composante essentielle de leur seconde nature. Avec l'édit de Nantes de 1598, édit de tolérance, qui accordait aux protestants des droits spécifiques, Henri IV mettait fin à la guerre et introduisait en France une forme moderne de droit des minorités, au nom de ce que l'on qualifierait aujourd'hui de spécificité culturelle forte, mais réduite à une confession religieuse particulière, sans la moindre pollution due à des considérations d'ordre ethnique ou racial. Au regard des pratiques les plus communes constatées dans l'histoire, cette solution apparaît néanmoins comme une exception remarquable à la règle. Règle dont la constante est que le fait minoritaire comme tel ne crée à lui seul aucun droit. Au contraire, il apparaît comme un élément potentiellement destructeur de l'identité commune. D'où la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau, en 1685, sous Louis XIV. Une partie des protestants a quitté le pays, et ceux qui restaient ont été persécutés. Le cas de l'islam est très différent, dans la mesure où le fait majoritaire ne peut jouer aucun rôle dans le droit, puisque c'est Dieu en personne qui fait le droit, concrétisé par la charia. En conséquence, dans les pays conquis par l'islam, les chrétiens, pourtant majoritaires en nombre au départ, ont été traités comme les juifs, qui eux, ne l'étaient pas. Les chrétiens et les juifs qui avaient échappé à l'extermination, à la réduction en esclavage et à la conversion forcée ont été soumis au régime de la dhimitude, qui leur assurait une certaine marge de tolérance en matière de culte et de droit civil, en échange du paiement d'un impôt spécifique, la jizya, et de multiples interdictions dans le champ social et politique. Très différent également est le cas des Juifs. En effet, on ne naît pas chrétien, on le devient par le baptême, de même que l'on devient musulman par simple conversion, quelle que soit son ethnie d'origine. Alors que chez les Juifs, comme l'explique le rabbin Rivon Krigier, une chose au moins est sûre, la judéité se transmet par la mère, ce qui lui donne une dimension biologique. Si le père n'est pas juif, c'est plus compliqué, et sur ce point les controverses vont bon train. Quant au judaïsme proprement dit, il se transmet par la culture. Il est donc exclu de parler d'ethnie et encore moins de race juive. Il ne suffit pas non plus d'additionner judéité et judaïsme pour constituer une nation juive. Tant que l'État d'Israël n'existait pas, on en restait à la diaspora, éparpillée dans de nombreux pays, comme c'est toujours le cas aujourd'hui.
Et pourtant, comme l'attestent les hésitations de l'orthographe, écrire juif avec une majuscule fait penser qu'on a affaire à une nation, tandis que juif renvoie à une confession. Sauf que cette confession ne suffit pas à rendre compte des spécificités des minorités juives. D'où des réactions disparates face à une situation jugée perturbante. Certains États comme l'Espagne ont opté pour la formule dure, ou la conversion et l'assimilation, ou l'expulsion. La plupart des autres pays ont opté au contraire pour l'octroi de droits spécifiques, assortis d'interdits. L'institution du ghetto représente à cet égard une espèce de cote mal taillée, mais qui permettait aux Juifs de maintenir leur spécificité en matière de culte et de rites, Shabbat, circoncision, interdits alimentaires, etc., les non-juifs n'étant pas concernés et n'ayant surtout pas envie de l'être. Situation inverse dans le cas des Falachas, évoqué par Gilbert Tembo, qui constitue une minorité juive implantée de longue date en Éthiopie. Une fois transplantés en Israël, État juif, ils cessaient en principe de constituer une minorité, et leurs droits étaient ipso facto ceux de tous. Or, leur intégration s'est révélée difficile pour cause de chocs culturels et pour une part, de ce marqueur ethnique qu'est leur couleur de peau. Tandis qu'en Amérique, où la diaspora juive constitue une minorité, le judaïsme est minoritaire au sein de cette minorité. De sorte que certains redoutent que la multiplication des unions avec les non-juifs fasse fondre la diaspora comme neige au soleil. Quant à ceux qui maintiennent leur spécificité culturelle et cultuelle, ils n'ont pas besoin de disposer de droits spécifiques dans un État où la polygamie des Mormons est tolérée et où la scientologie, que nous considérons en France comme une secte, est reconnue comme une église parmi d'autres. Pour s'en tenir à l'Europe, les minorités juives se réservent la pratique de leur spécificité dans le cadre des lois existantes, sans qu'on ait l'idée de les considérer comme une ethnie. Se contentent à faire dans le cas des Roms, arrivés de l'Inde au Moyen Âge. Ce n'est pas leur religion qui en fait une minorité à part, mais leurs us et coutumes, certains étant sédentaires et d'autres semi-nomades. De sorte qu'on se contente généralement de faire avec, en leur accordant certains droits, assortis de restrictions, mais leur situation reste bancale, en raison d'un mode de vie qui leur vaut bien souvent l'hostilité de la population. Pour tout dire, ce n'est pas la catégorie de minorité ethnique qui sert de référence à la problématique du droit des minorités, mais celle de nation. Un bon exemple est celui de l'Empire autrichien, qui a littéralement explosé sous la pression des multiples nations qui le composaient, avant de recevoir officiellement son certificat de décès à la fin de la Première Guerre mondiale. Ce mouvement, qu'on peut qualifier de nationaliste, n'a pas cessé de se développer depuis. Tchèques et Slovaques, pourtant si proches, ont mis fin à la Tchécoslovaquie par divorce à l'amiable. Sitôt libérée de la férule de Tito, la Yougoslavie a également éclaté, mais au prix de guerres intestines entre la Serbie et la Croatie, puis la Serbie et la Bosnie, elle-même constituée d'un conglomérat de minorités qui se regardent en chiens de faïence, le fait que l'une d'entre elles soit musulmane n'arrangeant pas les choses. Quant à l'État espagnol, il est toujours confronté à ces minorités basques et catalanes qui se considèrent comme des nations à part entière. De ce tableau on pourrait à la limite, tirer deux quasi-lois de l'histoire. Selon la première, il apparaît que la tendance historique à constituer des ensembles politiques plus vastes, donc plus puissants, résultat généralement obtenu par des guerres remportées par un peuple plus fort que les autres, suscite à terme la réaction inverse. Ce qui s'est vérifié depuis l'Empire romain. Selon la seconde, de nature plus archaïque, toute population dont la majorité est soucieuse de son homogénéité répugne à accepter en son sein des minorités jugées par trop hétérogènes. Une minorité hétérogène, soit on l'assimile, soit on la massacre, soit on l'expulse. Au mieux, on la laisse vivre ou vivoter dans son coin. Mais à condition qu'elle ne s'en sorte pas, donc n'élève aucune revendication. Nombre de pays du monde fonctionnent toujours à l'ancienne. Le Sri Lanka bouddhiste a ainsi réduit les revendications de sa minorité tamoule, hindouiste, à coups de canon. La Birmanie, dominée par ses militaires et confrontée depuis des lustres à de multiples minorités, fait encore mieux avec les Rohingyas, qui cumulent tous les défauts. Ils sont nombreux, 2 millions. Ils sont considérés comme des halogènes originaires du Bangladesh et ils sont musulmans dans un pays majoritairement bouddhiste. L'armée birmane s'étant livrée à une répression féroce de cette population, un exode massif s'en étant suivi. Le cas de la Chine est plus original,
car il combine les pratiques traditionnelles d'oppression et de réduction de ces minorités avec les spécificités du régime communiste en place. Sur ce point, il est clair que la Chine fait tout pour éviter ce qui s'est passé à la fin de l'URSS. Composée de peuples aussi divers que possible, donc multiethnique et multiculturelle de fait, l'Union soviétique laissait officiellement une place aux nationalités non russes au nom du droit du sang, tout en promouvant l'effacement des identités sous la figure de l'Homo soviéticus qui constituait leur citoyenneté. Mais dès l'effondrement du régime, l'Homo soviéticus a disparu au profit des Russes, Arméniens, Géorgiens, Azéris et autres qui se sont répartis en États-nations, mais avec des minorités rétives sur les bras en raison du découpage arbitraire de leur territoire à l'époque soviétique. La Chine, qui a compris la leçon, combine donc l'imposition d'un modèle régi par les normes édictées par le Parti communiste et la répression à l'ancienne de ces minorités. Par des campagnes de sinisation culturelle forcée, confortée de colonisation de peuplement par des Hans, l'ethnie majoritaire, elle espère venir à bout des spécificités culturelles et religieuses des Tibétains bouddhistes comme des Ouïghours musulmans. Entre l'Amérique et les autres, le grand écart. Pour l'Europe, qui a dû connaître par le passé nombre d'épisodes analogues, mais que l'outrage des siècles a fait disparaître de nos mémoires, l'apparition récente du multiculturalisme relève d'un phénomène de type export-import. En effet, ce sont des Européens qui ont construit l'Amérique moderne, tandis que ce sont principalement des Américains, comme le montre Gilbert Tembo, qui ont inventé et diffusé le multiculturalisme. Quant à l'Afrique, qui possédait des structures fortes avant la colonisation européenne, mais qui en est sortie grandement modifiée, elle présente aujourd'hui des caractéristiques spécifiques qui la placent en position tierce, au point qu'elle peut se croire en dehors du sujet. C'est donc le contexte dans lequel elle se situe que les catégories de pensée auxquelles on a recours prendront sens, en fonction de leur utilisation pour penser les situations de fait, et dont leur sens dépendra beaucoup de la fonction qu'on leur fait remplir. De sorte que le multiculturalisme apparaîtra tantôt comme une option possible, tantôt comme une tentative de réponse à une question qui ne se posait pas. Il en va ainsi de la notion de minorité ethnique. Elle s'impose en Afrique pour un certain nombre de cas, mais pas en Europe. Ni les Basques, ni les Bretons, ni les Corses, ni les Catalans d'Espagne, ni les Écossais, même indépendantistes, ne se qualifient comme tels. On pourrait à la rigueur parler d'ethnie à leur propos, voire de race, ce qui se faisait autrefois sans aller plus loin que ce que signifie le grec ethnos, qui désigne le peuple en tant qu'il est constitué et pérennisé par engendrement. Il peut être érigé en nation, comme l'ont fait les nations indiennes, mais il se distingue radicalement du démo, qui désigne le peuple comme catégorie politique. Quant aux minorités autochtones, bien identifiées en Amérique comme en Afrique, elles brillent par leur absence en Europe, à quelques exceptions près. Les seuls qui s'en rapprochent sont les Sam ou les Samis, naguère appelés Lapons, dénomination jugée péjorative, petite minorité qui subsiste au nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande, un peu en Russie. On les qualifie d'indigènes de l'Europe, mais on sait qu'ils sont issus d'une immigration remontant à 4000 ans. S'ils maintiennent leur identité culturelle, sauf en Russie qui préfère les assimiler, c'est par leur langue et leur mode de vie, l'élevage des rennes et la pêche, ce qui ne dérange personne. Il est donc facile de les laisser vivre à leur guise, dans leur coin, ce qui implique seulement qu'on renonce à les assimiler et qu'on leur accorde des mesures de protection. Ce qui n'est pas le cas des Pygmées ou des Massaïs, dont Gilbert Tembo décrit une situation qui paraît sans issue, dans la mesure où la civilisation de leur pays réduit inexorablement leur milieu de vie, qui est pourtant la condition de la pérennité de leur spécificité culturelle. Tout se brouille quand on passe à des déterminations fondées sur la couleur de la peau. En Afrique subsaharienne, ce n'est pas elle qui fait l'ethnie, ou alors il n'y aurait qu'une ethnie, la noire. Alors que c'est ce qui se fait aux États-Unis pour les descendants des populations issues de la traite transatlantique, dont les ethnies d'origine ont été mélangées et oubliées, alors qu'elles étaient bien identifiées chez leurs ancêtres africains, et elles le sont toujours, ce qui motive les recherches réalisées par les moyens de la génétique pour tenter de les repérer. On accorde ainsi à la mélanine une importance décisive, alors qu'elle n'est qu'une détermination secondaire, comme le prouve le fait qu'au sein d'une famille mixte, les enfants nés des mêmes parents pourront couvrir toute la gamme des couleurs, du noir au blanc conformément aux lois de Mendel.
Mais qu'à cela ne tienne, le principe de la goutte de sang suffira. Aux États-Unis, l'actrice Alberi, qu'on peut prendre à première vue pour une blanche, sera ainsi classée noire, tandis qu'à Cuba une goutte de sang blanc chez les noirs produira le résultat inverse. Sachant que même les roux peuvent faire l'objet de ce genre d'ethnicisation indue, on doit admettre que la couleur, même quasiment imperceptible, remplit la fonction de discriminant majeur que rendait bien l'expression colored people, par opposition au white people, en usage en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, alors qu'en même temps, les ethnies africaines étaient reconnues comme telles, Xhosas, Zoulous, etc. Mais alors que les Noirs d'Amérique sont considérés comme une ethnie, ce n'est pas le cas des Antillais noirs de peau. Cela ne les empêche pas de cultiver le préjugé de couleur qui valorise les teintes claires, ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme une absurdité, leurs propres enfants étant de teintes variées, et qui permet aux mulâtres, fussent-ils aussi noirs de peau que les autres, d'afficher une certaine supériorité, et en Haïti de monopoliser le pouvoir. Mais en tout état de cause, il est exclu de parler d'ethnie. Certains auteurs antillais, comme Frantz Fanon, ont alors pu faire du noir, au singulier, un type quasiment essentialisé, condensant en lui les avanies dont il a fait l'objet de la part des Blancs. Mais d'autres ont opté pour l'affirmation positive du noir, faite d'acceptation de l'histoire et de valorisation de ses spécificités, concrétisée par le concept de négritude, inspiré par nombre d'auteurs mais qu'Aimé Césaire, antillais de la Martinique, et Léopold Sédar Senghor, aussi sénégalais que français, ont formalisé. Mais on n'aura pas besoin de parler de multiculturalité à leur propos. Les Corses et plus encore les Alsaciens sont bilingues et biculturels en France continentale. Les Antillais le sont également, en raison d'un métissage puisant à plusieurs sources et d'une culture à la fois française et... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.